Tout le monde a ri lorsqu'une pauvre veuve a acheté un manoir de la mafia abandonnée pour seulement 100 $. Les voisins ont plaisanté en disant qu'elle s'était attirée une malédiction. Après tout, des gens avaient disparu dans cette maison et des armes y avaient été trouvées. Mais lorsque la femme a ouvert une pièce cachée derrière le mur, ce qu'elle a vu à l'intérieur a choqué toute la ville. Points. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La pluie avait cessé juste avant l'aube, laissant les rues de Brookhaven scintiller sous une fine couche de lumière argentée. C'était l'une de ces matinées où le monde semblait vide, comme si toute couleur et tout son en avaient été drainés. Lydia Moore se tenait sur les marches fissurées de son immeuble, serrant un journal froissé dans ses mains. Son souffle s'échappait en petits nuages, se dissolvant dans le froid. La manchette qui avait attiré son regard n'était pas une histoire de tragédie ou de scandale. Elle était petite, imprimée près du bas de la section des petites annonces. Penthouse à vendre, grand, pas cher, urgent. Elle faillit ne pas lire l'adresse. Sa vie avait été mesurée par une série de fins ces derniers temps, et l'idée d'un commencement, quel qu'il soit, lui semblait être une indulgence qu'elle ne méritait pas. Son mari était parti depuis près de 2 ans, emporté dans un accident de voiture qui avait également coûté la vie à son fils et à sa fille. Les médecins avaient dit que c'était un miracle qu'elle ait survécu. Mais les miracles, elle l'avait appris, avaient souvent le mauvais prix. Depuis lors, elle vivait comme une ombre, passant d'un emploi à l'autre, d'une chambre temporaire à une autre, amassant plus de silence que d'espoir. Ce matin-là, quelque chose changea. Peut-être était-ce la façon dont la lumière frappait le pavé mouillé, ou la douleur de l'appartement vide qu'elle ne pouvait plus se permettre. Ou peut-être était-ce le mot « pas cher ». Elle entoura l'annonce d'une main tremblante et la glissa dans la poche de son manteau, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. L'adresse la mena vers le côté industriel de la ville, un endroit dont la plupart des gens avaient oublié l'existence. Les rues y étaient larges et étrangement calmes, bordées d'entrepôts et de bâtiments en briques délabrées qui se penchaient les uns vers les autres, comme de vieux hommes fatigués. Sa petite voiture tremblait alors qu'elle roulait sur l'asphalte irrégulier. C'est là, derrière un ensemble de portails en fer rouillé, qu'elle le vit pour la première fois. La maison dont tout le monde chuchotait. Elle s'élevait du sol comme une bête endormie, ses murs de pierre enveloppés de lierre, ses hautes fenêtres noires et sans vie. Le Penthouse avait autrefois appartenu à Domenico Rosini, un nom qui faisait encore baisser la voix des résidents plus âgés. Il avait été un homme de mythe et de menace, un soi-disant roi du quartier nord, une figure à la fois admirée et crainte. 20 ans auparavant, son empire s'était effondré du jour au lendemain. Il y avait des rumeurs de trahison, de coffres cachés remplis d'argent, de meurtres qui n'avaient jamais été résolus. Lorsque Rossini disparut, la ville réclama la propriété, mais personne n'osa jamais y vivre à nouveau. L'agent immobilier qui la rencontra au portail était un homme pâle et anxieux qui n'arrêtait pas de regarder sa montre. « Vous êtes sérieuse à propos de celle-ci » demanda-t-il, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vous préviens, madame, elle est vide depuis longtemps. Certains disent qu'elle est maudite. » La voix de Lydia était calme, presque détachée. « Je ne crois pas aux malédictions. » Il hocha la tête, bien que son expression disait le contraire, et la mena à travers l'allée envahie par la végétation. L'air sentait les feuilles humides et la pierre froide. Lorsqu'il poussa les portes d'entrée, une vague d'air vicié s'échappa, portant l'odeur de la poussière et du temps. À l'intérieur, l'endroit était énorme, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le hall principal s'étirait vers l'ombre. Le sol en marbre était fissuré par endroits, mais il brillait encore légèrement sous la saleté. Le lustre au-dessus n'avait plus la moitié de ses cristaux, et l'escalier qui s'enroulait vers le haut semblait disparaître dans l'obscurité. Pourtant, même dans sa décomposition, il y avait de la beauté. Les faibles vestiges de moulures dorées, les balustres sculptés à la main, la fresque à peine visible sous des couches de crasse, tout chuchotait une grandeur qui refusait de mourir. L'agent parlait par courtes rafales, sa voix résonnant sur les murs. 15 000 pieds carrés, 3 étages. Il y a un ascenseur, bien qu'il ne fonctionne pas. La plomberie est fonctionnelle. Le toit a été réparé l'année dernière. Vous pouvez la rendre habitable avec un peu de travail. Combien ? Demanda Lydia. Il hésita. Honnêtement, la ville essaie de s'en débarrasser depuis des années. C'est pratiquement un don à ce stade. Vous n'auriez qu'à couvrir les arriérés d'impôts et la paperasse.
Il la regarda à nouveau, incertain. « Personne n'en veut, Madame Moore. Ils disent que Rosigny a enterré ses péchés dans ses murs. » Lydia marcha lentement à travers le hall, passant ses doigts sur le papier peint fissuré. Elle pouvait presque sentir le poids des années pressé contre sa peau. Quelque part dans sa poitrine, une petite braise de défi s'agita. Personne ne voulait de cet endroit. Mais elle, si. 2 semaines plus tard, l'affaire était conclue. Ses dernières économies s'évanouirent en signatures et en timbres, laissant son compte bancaire presque vide. Lorsqu'elle revint aux Penteuses avec ses quelques affaires et les 2 enfants qu'elle avait commencé à accueillir dans le cadre d'un programme communautaire, des jumeaux calmes aux yeux écarquillés nommés Jonah et May, elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils arrivèrent au coucher du soleil. Les portails en fer grinçaient en s'ouvrant avec un bruit de protestation, et les pneus de sa voiture crissaient sur le gravier. La maison se dressait devant eux, baignée de lumière orangée. Des vignes rampaient sur ses murs comme des veines, et un corbeau était perché sur le toit, observant en silence. Jonah se pencha du siège arrière. « Elle est immense, » murmura-t-il. May se pressa contre la fenêtre, sa petite main agrippant la vitre. « Elle a l'air triste. » Lydia sourit faiblement, même si son cœur souffrait de la vérité. « Alors nous allons la rendre heureuse à nouveau. » Ils sortirent dans la cour envahie, entourés de mauvaises herbes plus hautes que les enfants. L'air était lourd de l'odeur de la terre et de la rouille. À l'intérieur, la poussière s'élevait à chaque pas, attrapant la lumière déclinante comme des cendres. Des meubles recouverts de draps blancs se tenaient, comme des fantômes, figés à mi-mouvement. Quelque part au loin, de l'eau goûtait régulièrement. Le seul son dans le vaste silence. Les enfants restaient près d'elle, tandis que Lydia passait de pièce en pièce, ouvrant les volets et laissant le soir s'y déverser. Chaque porte grinçait comme un souvenir dérangé. Dans le grand hall, elle trouva un vieux piano avec ses touches jaunies et cassées, un miroir fissuré qui reflétait son visage en fragments, et une cheminée remplie de cendres froides. Elle imagina la vie qui avait autrefois palpité ici. Musique, rire, dispute, ambition, et avec quelle rapidité tout cela avait dû tourner à la ruine. Cette nuit-là, ils firent des lits sur le sol, dans ce qui avait dû être la bibliothèque. Les enfants s'endormirent, presque instantanément, épuisés par le déménagement. Lydia resta éveillée, écoutant la taille de la vieille maison, le bois gémissant et le bruissement lointain du vent à travers les fenêtres brisées. Elle n'avait pas peur. Il y avait quelque chose d'étrangement paisible dans le vide, une promesse que peut-être même un endroit comme celui-ci pouvait renaître. Aux premières heures, elle se leva et traversa le hall à nouveau, ses pas légers contre le marbre froid. Le clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres, touchant les fresques fanées d'anges et de vignes le long du plafond. Dans le reflet de la vitre, elle crut voir une ombre bouger derrière elle, mais quand elle se retourna, il n'y avait rien, seulement le silence et la faible odeur de vieux parfums. Elle resta longtemps, au pied de l'escalier, regardant vers le haut dans l'obscurité. Quelque part au-dessus, les planchers gémissaient, comme si la maison elle-même se déplaçait dans son sommeil. Peut-être était-ce de l'imagination, ou peut-être quelque chose de plus ancien s'attardait-il encore ici, attendant. Mais Lydia ne fit pas demi-tour. Elle posa sa main sur la rampe, sentant la douceur du bois sous la poussière, et murmura dans l'air vide « Nous sommes chez nous maintenant. » Dehors, la ville dormait, inconsciente, qu'entre les murs de la maison, que tout le monde craignait, une étincelle de vie était revenue. Les premières lumières, depuis des années, vacillaient derrière les fenêtres fissurées, faibles et tremblantes, comme le battement de cœur de quelque chose qui s'éveille après un long et froid silence. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, cette décision d'entrer alors que tout le monde s'était détourné, allait découvrir une histoire enterrée sous des décennies de mensonges. Une histoire qui allait changer non seulement sa vie, mais la signification même du nom de Rosigny. Le vent se leva à nouveau, brossant le lierre contre les murs comme un murmure, et quelque part, au plus profond de la maison, une porte claqua, comme pour reconnaître sa présence. Le matin vint, gris et silencieux, et la première lumière qui se glissa à travers les volets fissurés peignit tout en or pâle. L'air à l'intérieur de la maison était assez froid pour voir son souffle. Lydia se réveilla avant les enfants, le dos douloureux par le sol dur.
Elle s'assit lentement, époussetant son manteau, et écouta le rythme grinçant du vieux penthouse s'installant dans une nouvelle journée. Quelque part au fond des murs, des tuyaux tintaient faiblement comme un battement de cœur sous la pierre. La maison était vivante à sa manière, vieille, têtue et pleine de secrets. Lorsqu'elle sortit sur la terrasse, la ville s'étalait loin, en dessous d'elle, dans une brume de brouillard et de soleil. De là-haut, le quartier industriel semblait presque paisible. Mais elle savait ce que les gens disaient là-bas, au-delà de ces rues. Les rumeurs voyageaient plus vite que la vérité, et dans les petites villes, ou les coins oubliés des grandes villes, les commérages avaient leur propre vie. La nouvelle qu'une veuve démunie et 2 enfants adoptifs avaient emménagé dans le manoir Rosigny se répandait déjà comme une traînée de poudre. À midi, les rires commencèrent. Cela commença à l'épicerie lorsqu'elle vint acheter des produits de nettoyage. Le caissier, un jeune homme avec trop de temps et trop peu de compassion, sourit en enregistrant ses articles. « C'est vous la dame qui a acheté la maison du meurtre, n'est-ce pas ?» dit-il, son ton vif d'une fausse curiosité. La femme derrière elle, dans la file, gloussa, murmurant quelque chose à propos de fantômes, avec des accents italiens. Lydia garda les yeux sur le comptoir et ne dit rien. Elle n'avait aucun intérêt à se défendre auprès de personnes qui avaient déjà décidé ce qu'il fallait croire. Sur le chemin du retour, elle croisa 2 adolescents qui filmaient, avec leur téléphone, près du portail. Ils riaient bruyamment, pointant du doigt la pelouse envahie. L'un d'eux cria « Hé, Madame Rosigny, vous avez déjà entendu des cris la nuit ?» L'autre se plia en 2 de rire. Elle les ignora, bien que son visage brûlât. Elle avait déjà été confrontée au ridicule. Des chuchotements sur la malchance, sur la façon dont la tragédie la suivait. Les gens avaient toujours besoin de quelque chose à craindre ou à railler. Maintenant, elle leur avait donné les 2. À l'intérieur de la maison, les enfants exploraient. Jonah avait trouvé un miroir fissuré dans l'une des chambres à l'étage où des vignes avaient traversé la fenêtre ouverte et rampaient sur les murs comme des veines. May était assise par terre près d'une vieille malle remplie de linge jauni et de robes fanées. « Ça sent les vieilles fleurs », dit-elle doucement. Lydia sourit faiblement. C'est exactement ce que ça sent. Quelque chose qui était autrefois vivant. Ils travaillèrent ensemble ce jour-là, dégageant les débris du hall principal. La poussière s'élevait en nuages épais, dansant dans les rayons de soleil qui traversèrent les fenêtres sales. Sous la crasse, la maison commençait à révéler des indices de sa grandeur passée. Une balustrade sculptée avec des anges le long des bords, un sol en marbre veiné de bleu et d'or et les vestiges d'une fresque au-dessus de la cheminée. Une femme tenant une couronne de laurier, ses yeux à moitié fermés de chagrin. C'était beau, même en ruine, mais le rire à l'extérieur ne s'arrêtait pas. Chaque jour apportait une nouvelle insulte, un nouveau visiteur qui ne venait que pour regarder. Un journal local publia une petite chronique. Veuve en ménage dans un manoir de mafieux. Courage ou folie, Lydia la lut une fois, la plia soigneusement et la brûla dans la cheminée. Les enfants la virent faire et ne dirent rien. Il semblait à soi comprendre que le feu était parfois la seule réponse appropriée. Les nuits étaient les plus dures. La maison gémissait, comme si elle se souvenait de choses qu'elle aurait aimé oublier. Certaines pièces restaient plus froides que d'autres, comme si le temps lui-même s'y était figé. Une fois dans la cuisine, elle trouva des empreintes de pas dans la poussière qui n'appartenaient à aucun d'eux. De petites empreintes nues, comme si un enfant avait marché là à un moment donné dans le passé, mais refusa de dormir seul après cela. Ils déplacèrent leur lit de fortune ensemble dans la bibliothèque près du vieux piano, où la faible lumière du couloir leur donnait un sentiment de sécurité. Pourtant, Lydia refusait d'être effrayée. La peur, pensait-elle, était un luxe des gens à qui il restait quelque chose à perdre. Ce qui la terrifiait le plus, c'était l'idée de ne rien faire, d'abandonner à nouveau, de dériver à travers une autre année sans but. La maison, malgré sa décomposition et sa réputation, lui donnait quelque chose à quoi s'accrocher. Chaque clou qu'elle remettait en place, chaque fenêtre qu'elle nettoyait, chaque coin qu'elle balayait. Tout cela ressemblait à un acte de défi contre la cruelle indifférence du monde. Elle commença à remarquer des choses étranges. Parmi les restes de la famille Rosigny, dans l'une des chambres, cachée derrière une armoire, elle trouva une pile de photographies en noir et blanc. Mariage, baptême, vacances. Sur les images, Domenico Rosigny n'était pas le criminel aux yeux froids des journaux. C'était un père, souriant alors qu'il soulevait sa petite fille en l'air,
un homme tenant la main de sa femme lors d'un pique-nique estival. Les photos étaient poussiéreuses et cassantes, mais la joie qu'elles contenaient était indéniable. Cette découverte resta avec elle pendant des jours. Elle garda les photographies dans une petite boîte en bois et les regardait parfois avant de se coucher, étudiant les visages, essayant de voir au-delà des gros titres. Plus elle regardait, moins elle pouvait réconcilier l'homme des photos avec le monstre dont les gens parlaient. Peut-être, pensa-t-elle, que la vérité était plus compliquée. Peut-être que tous les monstres n'étaient autrefois que des gens qui avaient perdu leur chemin. Un soir, alors qu'elle frottait la suie de la cheminée, Jonah entra en courant dans la pièce, tenant quelque chose dans ses mains. C'était un morceau de journal déchiré, jauni par l'âge. La manchette disait « L'Empire Rossini s'effondre. Les autorités saisissent les actifs. Maison scellée. » En dessous se trouvait une photo du manoir à son apogée. Les mêmes grands escaliers et lustres maintenant enfouis sous des années de négligence. Lydia prit le morceau et le lissa soigneusement sur la table. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Jonah. « Personne ne sait, » dit-elle doucement. Certains disent qu'il a fui le pays, d'autres disent qu'il a été tué par ses propres hommes. La police n'a jamais retrouvé de corps. La voix de May était à peine un murmure. « Pensez-vous qu'il était méchant ?» Lydia hésita, puis secoua la tête. « Je pense que c'était un homme qui a fait des choix, certains bons, certains terribles, mais je pense que cette maison se souvient aussi des bons. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, elle retourna dans la pièce où elle avait trouvé les photographies. Il y avait plus de boîtes dans le placard. Lettres, reçus, invitations, elle s'assit par terre, entourée des fantômes de la vie d'une autre famille. Les lettres étaient principalement en italien, écrites d'une main fluide et élégante. Elle ne pouvait pas toutes les lire, mais quelques-unes avaient été rédigées en anglais. Une ligne attira son attention. « Ces mots, ils ne me laisseront jamais partir, mais je trouverai un moyen de leur laisser quelque chose de pur. » Elle relut la ligne encore et encore, traçant l'encre du bout du doigt. Quelque chose en elle s'agita, une reconnaissance tranquille, comme si les mots avaient été écrits pour elle. Les jours devinrent plus froids. Les rires à l'extérieur s'estompèrent un peu, remplacés par la curiosité. Quelques voisins s'arrêtèrent avec des questions prudentes, regardant à travers le portail ouvert pour apercevoir ses progrès. Une vieille femme d'en face apporta un panier de pain et dit qu'elle avait connu la femme de Rossini il y a longtemps. Elle nourrissait les chats errants près de ce mur, dit la femme, pointant du doigt un coin en ruine du jardin. Les gens oublient qu'elle était gentille. Lydia la remercia, bien qu'elle pût voir de la pitié dans les yeux de la femme. Tout le monde pensait qu'elle poursuivait des fantômes, qu'elle avait perdu la tête en même temps que sa fortune. Mais elle ne se souciait plus de ce qu'ils pensaient. Chaque jour, elle découvrait quelque chose de nouveau. Un vieux jouet, un portrait fané, un verre de vin fissuré toujours posé sur une étagère comme une relique d'une vie interrompue. Chaque objet murmurait un fragment d'une histoire, et elle se sentait obligée de la reconstituer. La maison elle-même commença à se sentir moins hostile. Lorsque le vent soufflait à travers les fenêtres brisées, cela ressemblait moins à des lamentations et plus à un souffle. Les craquements du sol devinrent familiers, presque réconfortants. Elle commença à laisser les lumières du couloir allumées la nuit, douces et dorées, afin que l'obscurité ne soit jamais absolue. Un soir, après une longue journée de nettoyage, elle se tint au centre du grand hall et leva les yeux vers le plafond peint. La poussière tourbillonnait dans la lumière de la lampe, et pour la première fois, elle put voir les faibles contours de chérubins et de fleurs qui avaient été cachés sous la crasse. Elle sentit une douleur dans sa poitrine, en partie tristesse, en partie admiration. « Nous te ramenons, » murmura-t-elle, lentement, mais nous le faisons. Dehors, une voiture passa, ses phares balayant les fenêtres. Pendant une brève seconde, son reflet dans la vitre sembla se brouiller avec une autre silhouette, un homme grand en costume démodé se tenant à côté d'elle. Elle cligna des yeux et la figure avait disparu. Peut-être était-ce un jeu de lumière, ou peut-être était-ce la maison qui lui rappelait qu'elle n'était pas vraiment seule. Cette nuit-là, elle rêva de rire, résonnant dans les halls. Pas le rire cruel des gens de la ville, mais quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. Une voix d'homme, une voix de femme, des enfants courant dans les escaliers. Lorsqu'elle se réveilla, l'air sentait faiblement le parfum et la poussière, et elle aurait juré avoir entendu une touche de piano
fredonner sous ses doigts lorsqu'elle passa devant. Le monde extérieur se moquait toujours, doutait toujours. Mais à l'intérieur de la maison, quelque chose changeait. Le silence n'opprimait plus comme un poids. Les ombres ne l'effrayaient plus. Elle avait commencé à voir le manoir non pas comme un tombeau de péché, mais comme un corps blessé qui pouvait guérir, et dans cette guérison, peut-être trouverait-elle la sienne le lendemain matin, alors qu'elle sortait, étendre des draps sous le soleil d'hiver cassant. Un garçon à vélo cria de la rue « Hé madame !» Ils disent que cette maison mange les gens. Son rire traîna derrière lui, alors qu'il s'éloignait à toute vitesse. Lydia sourit faiblement et lui cria, sa voix stable et calme. Alors elle doit avoir très faim. Ne vous approchez pas trop. Pour la première fois depuis des années, son rire était sincère. La maison ne lui faisait pas peur. Le passé ne lui faisait pas peur. Elle commençait à comprendre que la peur n'appartenait qu'à ceux qui détournaient le regard. Elle ne détournait plus le regard. Elle regardait plus profondément. Et sous les couches de poussière, sous les rires et les railleries, quelque chose attendait. Une histoire que les murs avaient gardée pendant des décennies. Une vérité qui allait bientôt se révéler à la seule personne assez courageuse pour écouter. Au moment où la première neige arriva, la maison ne se sentait plus étrangère. Les rires et les commérages à l'extérieur s'étaient estompés en un murmure occasionnel, et les enfants s'étaient habitués au craquement et à la taille de l'ancienne structure. Chaque matin, Lydia se réveillait au son du vent, brossant les volets fissurés et au bourdonnement étouffé de la ville loin en dessous. Et pendant un instant fugace, elle pouvait presque croire qu'ils avaient toujours appartenu à cet endroit. Le manoir avait cessé de leur résister. Il était toujours vieux, toujours marqué, mais il était devenu silencieux comme s'il observait, attendant de voir ce qu'ils allèrent découvrir. La lumière hivernale avait une façon d'adoucir même les bords les plus rudes, et elle remplissait les pièces d'une lueur fragile qui rendait la poussière presque belle. Lydia passait ses journées à nettoyer, réparer et explorer. Elle se déplaçait méthodiquement d'une pièce à l'autre, balayant le passé une poignée de poussière à la fois. L'air était lourd de l'odeur de vieux bois et de vie oubliée, et chaque tiroir ou armoire qu'elle ouvrait semblait contenir des échos de quelque chose d'humain. Lettres, mouchoirs, photographies, flacons de parfum à moitié pleins d'un liquide ambré qui portait encore une faible douceur après toutes ces années. C'est un matin, alors qu'elle dégageait des débris du hall de l'étage, qu'elle remarqua quelque chose d'étrange sur le mur du fond, derrière une vieille armoire en chêne. Le papier peint y était plus neuf que dans le reste du couloir, sa couleur légèrement plus vive, son motif mal aligné. Elle passa ses doigts dessus et sentit une crête là où il n'aurait pas dû y en avoir. L'armoire, incroyablement lourde, n'avait clairement pas été déplacée depuis des années. Jonah, qui balayait le sol à proximité, la regarda froncer les sourcils. « Aide-moi à pousser ça », dit-elle doucement. Ensemble, ils s'appuyèrent contre le meuble jusqu'à ce qu'il racle lentement de côté, révélant un rectangle de maçonnerie qui n'était pas à sa place. Les briques étaient inégales et s'effritaient, et dans la faible lumière de la fenêtre, Lydia pouvait voir où le mortier avait été hâtivement rapiécé, comme si quelqu'un avait voulu cacher quelque chose plutôt que de le réparer. Elle hésita. Ses mains tremblèrent alors qu'elle brossait la poussière. La maison avait été étrange, oui, mais jamais hostile, et pourtant, quelque chose dans cet espace scellé lui fit picoter la nuque. Pourtant, elle alla chercher un petit marteau et commença à déblayer. Le son résonna dans le hall comme de faibles coups de feu, nets et creux. Derrière les premières briques se trouvait l'obscurité, et dans cette obscurité, le faible éclat de métal. Lorsqu'elle agrandit enfin le trou, assez pour atteindre l'intérieur, ses doigts touchèrent du fer froid, une boîte scellée par un cadenas rouillé. Elle la retira, toussant, alors qu'un nuage de poussière ancienne s'élevait autour d'elle. Jonah se pencha plus près, les yeux écarquillés. « C'est un trésor ?» demanda-t-il, à moitié par plaisanterie, à moitié par espoir. Lydia ne répondit pas. Son souffle venait par petites bouffées superficielles. La boîte était lourde, trop lourde pour quelque chose de vide. Cette nuit-là, lorsque les enfants dormaient, elle la descendit à la table de la cuisine. La seule lumière au-dessus projetait de longues ombres à travers la pièce alors qu'elle ouvrait le cadenas avec le bord d'un ciseau à bois. Les charnières gémirent, et à l'intérieur, elle ne trouva ni or ni bijoux, mais une collection de papiers reliés par une lanière de cuir. Il y avait aussi des photographies, en noir et blanc, fanées,
recourbé sur les bords, et en dessous, un petit carnet marron, sa couverture usée et lisse par le temps. Les photographies n'étaient pas ce à quoi elle s'attendait. Certaines montraient une famille réunie dans des jardins et des terrasses qu'elle reconnaissait, la même maison, mais animée de couleurs et de rires. Un homme se tenait parmi eux, grand et aux épaules larges, avec un visage à la fois gentil et fatigué. Son bras était autour d'une femme en robe d'été, leurs enfants jouant à l'arrière-plan. Au dos d'une photo se trouvait une date, 1959, et un nom écrit, en cursive délicate, « Maria, mon cœur ». Lydia se tourna vers le carnet. L'écriture était élégante, délibérée et légèrement inclinée vers la droite. La première page commençait simplement « Pour ceux qui ne connaîtront jamais la vérité ». Elle lut lentement, reconstituant les mots à la lueur de la faible lumière. L'écrivain parlait d'affaires, de trahison, d'un homme pris entre la loyauté et la conscience. Il écrivait sur la vie qu'il avait construite par le crime et la peur, et comment, après la mort de sa femme, il ne pouvait plus supporter le monde qu'il avait contribué à créer. Il avoua avoir blanchi de l'argent à travers les projets de la ville, non par avidité, mais pour financer quelque chose qu'il appelait la Casa des Loups et la Maison de la Lumière. Page après page, l'histoire se déroulait comme une confession à personne. Il écrivait sur ses associés, leurs menaces, sa décision de s'éloigner. Ils ne me laisseront jamais partir. Lisait une ligne. Mais je dois leur laisser quelque chose de pur avant qu'ils ne m'effacent. Les doigts de Lydia tremblèrent, alors qu'elle tournait les pages. Chaque mot semblait vivant, comme si la maison elle-même avait attendu qu'elle les trouve. Elle lut jusqu'à l'aube. Au moment où la première lumière toucha les fenêtres, elle avait appris que Domenico Rossini, le roi craint de la pègre de la ville, avait un jour tenté de se racheter. Il avait caché de l'argent, peut-être des millions, pour construire des foyers pour les orphelins et les enfants des pauvres. Il avait écrit des lettres à des fonctionnaires de la ville, rédigé des plans, même contacté une œuvre de bienfaisance qui n'avait jamais reçu ses dons, car il avait disparu avant qu'il ne puisse être envoyé. Le reste du carnet s'interrompit brusquement après une dernière entrée. Si je disparais, ils diront que j'ai fui, mais je vais à la rencontre de mon jugement, pas pour le fuir. Lydia resta assise là pendant un long moment, le carnet ouvert devant elle, ses pensées tourbillonnant. Le monde extérieur croyait la maison maudite, hantée par les péchés de son propriétaire. Mais ici, dans ses mains, se trouvait quelque chose de différent, la preuve du regret, de l'humanité. Elle pensa à la photographie qu'elle avait trouvée des semaines plus tôt, la famille souriant dans le jardin. Peut-être que ce n'était pas le mal qui avait construit cette maison, mais l'amour, tordu par le poids des mauvais choix. Lorsque Jonah descendit, se frottant les yeux, il la trouva toujours assise là. « Vous êtes resté debout toute la nuit ?» demanda-t-il. Lydia sourit faiblement. « Je suppose que oui. » Elle poussa les photographies vers lui. C'était sa famille. Il n'était pas seulement ce qu'il disait qu'il était. Le garçon étudia les images, puis la regarda. Alors, il voulait faire quelque chose de bien. « Oui, » dit-elle doucement, mais peut-être était-il trop tard pour qu'il le termine. Ce jour-là, la maison sembla différente. L'air était plus léger, presque indulgent. Alors que Lydia se déplaçait dans les pièces, elle ne pouvait plus voir seulement la décomposition. Elle voyait des traces de vie vécue dans l'amour et le désespoir, dans la salle de bal. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, attrapant des particules de poussière qui pendaient comme des étoiles. Sur les murs, où la crasse avait autrefois obscurci la fresque, de faibles couleurs commençaient à émerger, des bleus pâles et des ors, des scènes de moisson, d'enfants riant sous des oliviers, mais, qui aidait à nettoyer le bureau, appela sa mère. « Maman, viens voir !» Sur le bureau se trouvait une autre lettre, à moitié enfouie sous de vieux reçus. L'enveloppe était adressée simplement à celui qui trouvera cette maison. Lydia hésita avant de la déplier. L'encre avait pâli, mais les mots étaient clairs. Une maison n'est pas maudite par ce qu'elle a vu, seulement par ceux qui oublient de lui pardonner. Si cet endroit survit, qu'il soit un refuge, pas un tombeau. Elle lut la lettre à voix haute aux enfants, sa voix tremblante. Quand elle eut fini, le silence emplit la pièce. Le visage de Jonah était pensif. « Pensez-vous que c'est pour ça que nous sommes ici ?» demanda-t-il doucement. Lydia ne répondit pas immédiatement. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la neige qui commençait à tomber, recouvrant le jardin en ruines de blanc. La question résonna dans son esprit.
longtemps après que les enfants eurent repris leurs tâches. Ce soir-là, elle remit le carnet dans la boîte en métal, mais elle ne put se résoudre à le cacher à nouveau. Au lieu de cela, elle le plaça sur la cheminée dans le hall principal. Il était à sa place là, parmi les vestiges du passé. Elle imagina le fantôme de Domenico Rossini marchant dans ces mêmes halls, accablé par la culpabilité, mais rêvant de rédemption. Et elle ressentit une parenté inattendue. Peut-être que chaque âme qui avait vécu dans cette maison avait cherché la même chose, la paix, le pardon, une chance de recommencer. Mais même si l'espoir commençait à grandir, il y avait un malaise. La découverte avait éveillé quelque chose. Pas une présence exactement, mais une conscience. Certaines nuits, lorsque le feu baissait, Lydia aurait juré entendre de faibles pas au-dessus. Bien que les enfants dormaient, une fois, en nettoyant la bibliothèque, elle trouva une empreinte de doigts fraîche dans la poussière sur le couvercle du piano. La maison se souvenait, s'approchait. Elle n'avait pas peur, plus maintenant. Mais elle savait que chaque révélation portait une ombre, et que chaque secret avait son prix. Pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle commença à cataloguer les documents, traduisant l'italien qu'elle pouvait, et notant les dates. Elle voulait comprendre l'homme derrière eux, tracer le chemin du crime à la repentance. Ce faisant, elle réalisa qu'elle traçait le sien. Plus elle lisait, plus elle sentait qu'elle aussi était en train d'être reconstruite, brique par brique, mot par mot. La neige à l'extérieur s'épaissit en une tempête cette nuit-là, recouvrant la ville de silence. Le vent hurlait à travers les cheminées, et la vieille maison frissonna comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Lydia s'assit près du feu, le carnet ouvert une fois de plus, et murmura aux flammes vacillantes. « Tu as essayé de faire quelque chose de bien. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. » À l'étage, les enfants dormaient profondément. Le rire du monde extérieur s'était éteint entièrement maintenant. Personne ne venait se moquer ou regarder. Le manoir avait retrouvé sa solitude. Dans ce calme, Lydia ressentit le premier vrai sentiment d'appartenance qu'elle avait connu depuis des années. La maison n'était plus simplement un refuge. Elle devenait autre chose, quelque chose de sacré. Alors que la tempête faisait rage dehors, elle imagina les fantômes de la famille Rossini se déplaçant dans les halls. Non pas dans la menace, mais dans la paix, leur visage adouci par la gratitude. Les murs ne semblaient plus pleurer. L'air ne portait plus le poids de l'accusation. Seul le souvenir restait, lourd mais pur. Et quelque part dans cette vaste ancienne maison, enterrée derrière un autre mur qu'elle n'avait pas encore trouvé, quelque chose d'autre attendait, quelque chose qui lui montrerait à quel point le rêve de Domenico Rossini vivait encore. La maison avait commencé à lui faire confiance, à se révéler une couche à la fois. Mais pour chaque vérité qu'elle lui donnait, elle exigeait du courage en retour. Lorsqu'elle éteignit enfin le feu et monta les escaliers, elle s'arrêta à mi-chemin et regarda le hall. Le carnet sur le manteau brillait faiblement dans les braises mourantes, comme un cœur battant, encore après la mort. Elle sourit à elle-même. « Demain, murmura-t-elle, nous verrons ce que tu as d'autre à cacher. » Et la maison, comme une réponse, s'installa avec un soupir doux et résonnant. Le matin après la tempête de neige, le monde extérieur était immobile et pâle, enveloppé dans le silence qui suit une longue nuit de vent. À l'intérieur du manoir, le silence avait un poids, une immobilité qui ressemblait plus à de l'écoute qu'à du vide. Lydia se déplaçait dans les couloirs, son souffle visible dans l'air froid, les planches grinçant doucement sous ses bottes. Le feu de la nuit précédente s'était éteint en cendres, mais le souvenir de ce qu'elle avait lu brûlait encore doucement en elle. Le carnet et les lettres qu'elle avait découvertes avaient réécrit l'histoire de cet endroit. La maison n'était plus la ruine d'un monstre. C'était l'œuvre inachevée d'un homme qui avait essayé de se racheter. Jonah et May étaient déjà réveillés, emmitouflés dans des chandails dépareillés, leurs joues roses par le froid. Ils avaient dû commencer à traiter le manoir comme une aventure sans fin, explorant chaque couloir poussiéreux et chaque pièce résonnante, comme si le bâtiment lui-même était un royaume endormi, attendant d'être réveillé. Ce fut Jonah qui trouva l'indice qui allait tout changer. Il jouait avec une petite boule de métal qu'il avait trouvée dans le vieux bureau, un presse-papier, lourd et lisse, et elle roula sur le sol jusqu'à ce qu'elle frappe une section de mur sous une fenêtre avec un son sourd et creux. « Maman !» cria-t-il. « Ça sonne bizarre ici. » Lydia était à proximité, triant de vieux draps dans un coffre. Elle se leva, essuyant ses mains sur sa jupe, et vint là où il était agenouillé.
Elle frappa une fois, puis encore, et se figea. C'était indéniable. L'écho qui revint n'était pas le bruit sourd du plâtre, mais le tintement vide de l'espace derrière. Son pouls s'accéléra. « Va me chercher le tournevis », dit-elle doucement. Jonah obéit immédiatement. Ensemble, ils forcèrent un panneau lâche, révélant le coin d'une lourde porte en métal encastrée profondément dans le mur. Elle était carrée, d'environ 3 pieds de large, avec une poignée ternie et une serrure à cadran. La poussière s'y accrochait comme un secret séculaire. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le coffre-fort semblait ancien, inamovible et absolument silencieux. Sa présence remplissait la pièce, mais apparut dans l'embrasure, serrant sa poupée. « Qu'est-ce que c'est » Lydia la regarda. Quelque chose que M. Rosini ne voulait pas que quiconque trouve. Le reste de cette journée se passa dans une attente agitée. La découverte du coffre-fort avait remué quelque chose en eux tous. Excitation, peur et curiosité qui frôlaient l'émerveillement. Ils nettoyèrent autour de lui avec soin, brossant les toiles d'araignée et les débris, traçant les faibles gravures sur sa surface en acier. Les numéros sur le cadran s'étaient usés depuis longtemps, et la poignée refusait de bouger. L'air dans la pièce s'épaissit avec le sentiment d'être proche de quelque chose de vaste et de longtemps caché. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Lydia s'assit devant lui à la faible lumière d'une lanterne. Son souffle embuait l'air alors qu'elle examinait le mécanisme. Le cadran n'avait pas de numéro, seulement de faibles rainures là où ils avaient été autrefois. Le trou de serrure était rouillé, mais elle pouvait dire qu'il n'avait pas été forcé. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, il avait été scellé intentionnellement. Elle pensa aux dernières entrées du carnet de Rosini, à la façon dont il écrivait sur sa peur que ses ennemis l'effacent avant qu'il ne puisse arranger les choses. S'il avait caché quelque chose ici, c'était peut-être la preuve de ses intentions, ou même la fortune qu'il avait voulu laisser derrière lui. Elle essaya des combinaisons au hasard. Écoutant les faibles clics, comptant sous son souffle, le coffre-fort resta immobile, ses secrets fermement verrouillés. Lorsqu'elle abandonna enfin, il était presque l'aube, et ses doigts étaient engourdis par le froid. Elle se pencha en arrière, se frottant les yeux, et murmura dans le silence « Tu voulais faire le bien, alors aide-moi à trouver le chemin. » 2 jours passèrent avant qu'elle ne trouve l'indice. En organisant les papiers qu'elle avait tirés de la boîte scellée plus tôt, elle remarqua une petite carte glissée à l'intérieur d'une des enveloppes, une invitation d'anniversaire d'enfant, écrite d'une écriture délicate. Julia a 7 ans, 14 mars. La date attira immédiatement son attention. Fjordlamash. Le même numéro apparaissait plusieurs fois dans les notes de Rosini, souvent à côté de références au projet et au fond. Son pouls s'accéléra. Elle retourna au coffre-fort et régla le cadran avec un soin délibéré. 314. La serrure résista un instant, puis cliqua. Un son si petit, si net, qu'il aurait pu être un souffle tiré après des décennies de silence. La porte grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, il y avait l'obscurité et la faible odeur de papier et de métal. Le cœur de Lydia battait la chamade. Elle tendit la main avec précaution et retira une pile de documents, enveloppés dans une toile cirée. Sous eux se trouvait une boîte en fer, plus petite, et un paquet d'enveloppes jaunies attachées avec de la ficelle. Elle porta tout à la table, allumant une bougie supplémentaire. Les documents étaient officiels, estampillés de sceaux et de signatures, relevés bancaires, dossiers juridiques et formulaires notariés, tous portant le nom de Rosini. Il y avait des registres de transfert vers des comptes étiquetés Casa dello Trust. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle lisait les totaux, des chiffres si importants qu'ils n'avaient presque aucun sens pour elle. Des millions répartis sur plusieurs institutions. Gelée après sa mort, attachée au papier, se trouvait une lettre adressée au dépositaire de la succession expliquant que l'argent devait être libéré uniquement pour la création d'un foyer pour enfants en partenariat avec le conseil municipal. La lettre portait 3 signatures, dont celle de Rosini. Les mains de Lydia tremblèrent alors qu'elle la tenait. La vérité de ses dernières intentions était là, conservée dans l'encre. Il avait prévu de tout donner, de construire quelque chose de pur à partir d'une vie de corruption. Dans la petite boîte, elle trouva des objets personnels, une croix d'argent, une photo d'une femme et de 2 enfants, et une note pliée qui disait simplement « Pardonne-moi ». Elle resta assise là pendant longtemps, la bougie se consumant,
la maison absolument immobile, et elle commença à rire doucement, non pas de joie, mais d'incrédulité. Pendant des années, on avait murmuré à propos de cette maison qu'elle était un lieu d'obscurité, un tombeau de crime et d'avidité. Et pourtant, ici, entre ses mains, se trouvait la preuve que son maître avait voulu laisser derrière lui de la lumière. Dans les jours qui suivirent, elle ne put penser à rien d'autre. Elle relut les lettres, mémorisa les dates et commença à reconstituer la chronologie. Les fonds avaient été gelés lorsque le gouvernement avait saisi les actifs de Rossini. Ses associés avaient disparu ou avaient été emprisonnés, et son nom avait été enterré sous le scandale. Mais si elle pouvait prouver l'authenticité de ces documents, peut-être que la fiducie pourrait encore être honorée. Peut-être que le rêve pour lequel il était mort pourrait enfin vivre. Elle commença à téléphoner, timidement au début, aux archives de la ville et au bureau des dossiers. La plupart des gens à qui elle parlait la rejetaient immédiatement, supposant qu'elle était une autre charognarde, poursuivant des rumeurs d'or cachées de la mafia, mais elle persista. Un commis la renvoya vers un avocat plus âgé qui avait autrefois géré des litiges immobiliers pour l'État. Son nom était Howard Caldwell, et sa voix au téléphone était sèche mais curieuse. « Si vous avez vraiment les documents de fiducie de Rossini, Madame Moore, dit-il, ce serait toute une histoire. Mais j'espère que vous comprenez quel genre de fantôme vous réveillez. » Lorsqu'elle le rencontra quelques jours plus tard, elle apporta un petit dossier de copies. Caldwell les examina avec une loupe, silencieux pendant longtemps. Puis il se pencha en arrière et dit doucement « Ces documents sont réels ou de très, très bonne contrefaçon. » Il fit une pause, la regardant. « Si vous êtes sérieuse à ce sujet, je peux demander une vérification archivistique. Cela prendra du temps, et les autorités n'aimeront pas qu'on leur rappelle cette affaire. Je ne cherche pas les problèmes, dit-elle doucement. Je veux juste faire ce qu'il ne pouvait pas. » Il l'étudia longuement, puis hocha la tête. C'est ce qu'il a dit aussi, selon les papiers. Le processus qui s'ensuivit fut lent et plein de résistance. Des semaines passèrent dans un flou de signatures, de timbres et de suspicions officielles. Certains jours, elle avait l'impression de crier dans le vide, observée par des gens qui la trouvaient naïve ou folle. Mais elle avait trouvé une nouvelle force étrange en elle-même. Chaque fois qu'elle entrait dans un bureau ou envoyait une autre lettre, elle sentait le poids du manoir à son dos, l'approbation silencieuse de ses témoins invisibles. Un soir, alors qu'elle était assise près du feu, triant une autre pile de documents, Jonah demanda doucement « Pensez-vous qu'ils vont vous donner l'argent ?» Lydia sourit faiblement. « Ce n'est pas pour moi, mon cœur. C'est pour la maison, pour lui, pour tous ceux qui ont été oubliés. » Mais leva les yeux de son carnet de croquis. « Alors, c'est comme s'il nous aidait depuis le ciel. »« Peut-être, » dit Lydia. « Ou peut-être qu'il nous aide simplement depuis son passé. » Les semaines s'étirèrent en mois. L'hiver s'estompa et le jardin à l'extérieur commença à dégeler. Les oiseaux revinrent aux avant-toits et l'air devint plus doux. Puis un matin, au début du printemps, une lettre arriva portant un sceau officiel. Ses mains tremblèrent alors qu'elle l'ouvrait. Les mots s'estompèrent en la lisant. L'authenticité des documents a été vérifiée. La fiducie connue sous le nom de Casa des Loups peut être restaurée à son objectif initial sous la supervision d'un fiduciaire désigné. Lydia s'effondra sur une chaise, la lettre pressée contre sa poitrine. Les enfants se pressèrent autour d'elle, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Jonah. « Ça veut dire, » dit-elle lentement, souriant à travers ses larmes, « que nous pouvons enfin finir ce qu'il a commencé. » Cette nuit-là, elle plaça la croix d'argent du coffre-fort sur la cheminée à côté du carnet. Les flammes dans la cheminée vacillèrent plus vivement, projetant leur lumière à travers le hall. Elle pouvait presque imaginer l'esprit de la maison s'agiter, reconnaissant l'accomplissement d'une promesse qu'il avait attendue un demi-siècle pour la tenir. Le coffre-fort se tenait ouvert dans le mur, non plus un symbole d'avidité, mais de rédemption. Et dans son vide, Lydia vit quelque chose qui la remplissait d'une admiration tranquille. Un espace qui avait autrefois contenu des secrets contenait maintenant des possibilités. Elle ne savait pas encore à quoi ressemblerait la prochaine étape, seulement qu'elle serait difficile, qu'il y aurait de l'opposition, de l'incrédulité, peut-être même du danger. Mais elle n'était plus la veuve effrayée qui avait emménagé dans un manoir hanté. Elle était devenue la gardienne d'un héritage, la gardienne du dernier espoir de pardon d'un homme. Et alors que la lumière du feu scintillait sur les murs,
Il lui sembla que toute la maison exhalait de soulagement, comme si elle aussi avait attendu ce moment pour respirer à nouveau. Dehors, la neige fondait en ruisseaux qui coulaient le long des vieilles marches de pierre, emportant l'hiver. Le manoir, longtemps silencieux, avait commencé à s'éveiller à la vie, et sous le faible bourdonnement du vent, Lydia crut entendre une voix, calme, distante et remplie de gratitude, murmurant des profondeurs de la maison. « Merci ». Le printemps arriva timidement cette année-là, hésitant et pâle, comme si le monde lui-même était incertain de devoir recommencer. La neige abondante qui avait recouvert les rues pendant des mois fondait en ruisseaux qui coulaient le long des trottoirs, remplissant l'air de l'odeur de la pierre mouillée et de la terre qui dégelait. Dans le jardin derrière le manoir, des touffes de verre commençaient à percer le sol gelé, et le lierre qui s'accrochait au mur extérieur s'agitait comme s'il se réveillait d'un long sommeil. À l'intérieur, le bruit des marteaux et des pinceaux remplaçait l'écho du silence. Des ouvriers se déplacèrent dans les halls, réparant le plâtre, restaurant le câblage et transportant les débris qui étaient restés intacts. Pendant des décennies, c'était la première fois en un demi-siècle que la maison se sentait vraiment vivante. Lydia se tenait dans le foyer un après-midi, regardant la lumière des hautes fenêtres se briser en éclats sur le sol poli. Le coffre-fort dans le mur, maintenant vide, restait ouvert, comme si une blessure avait guéri, mais laissait sa cicatrice visible. La lettre de l'État reposait, dans un cadre sur la cheminée, à côté du carnet de Rossini et de la croix d'argent qu'elle avait trouvé dans la chambre forte. Ces objets étaient devenus sa boussole. Chaque décision qu'elle prenait tournait désormais autour de la promesse qu'il représentait d'accomplir le rêve qui était mort avec lui. La nouvelle de la fiducie redécouverte se répandit rapidement. Ce qui avait commencé comme une histoire curieuse dans un petit journal local devint bientôt quelque chose de plus grand. Des journalistes commençaient à appeler, certains d'autres villes, d'autres de l'étranger. Ils voulaient connaître la veuve qui avait emménagé dans un manoir de la mafia et découvert une fortune destinée à la charité. Ils voulaient des photographies, des interviews, des extraits sonores. Pour chaque article qui la qualifiait de courageuse, il y en avait 2 qui la qualifiaient d'illusionniste. Les gros titres variaient entre « La veuve rachète l'héritage d'un mafieux » et « Ou annular de maison hantée ». Au début, elle essaya d'ignorer l'attention. Elle refusait de parler aux médias, croyant que les documents et le travail à venir parleraient d'eux-mêmes. Mais la curiosité a une façon d'attirer la lumière sur les endroits qui souhaitent le plus rester dans l'ombre. En une semaine, des caméras apparurent au portail et des inconnus traînaient à l'extérieur, prenant des photos à travers les barreaux de fer. Des enfants en route pour l'école s'arrêtaient pour regarder, se chuchotant les uns aux autres avant de s'enfuir. Certains jours, Lydia se sentait à nouveau comme une intruse dans sa propre maison, comme si les fantômes avec lesquels elle avait appris à vivre étaient maintenant rejoints par les fantômes des commérages et du doute. Puis vint la première lettre anonyme. Elle arriva pliée dans une enveloppe sans marque, sans adresse de retour. L'écriture était inégale, pressée fort dans le papier, l'encre tachée par ce qui ressemblait à une empreinte de pouce. Elle disait seulement « Laissez-le enterrer, Madame Moore. Vous ne savez pas ce que vous avez touché. » Il n'y avait pas de signature. Elle la déchira en 2 et la jeta au feu. Mais ses mains tremblaient en le faisant. Plus de lettres suivirent. Certaines étaient menaçantes, d'autres implorantes. Quelques-unes étaient cryptiques, remplies de fragments de vieux noms et d'avertissements sur des dettes qui ne devraient jamais être rouvertes. Un matin, elle trouva les mots « Vous creusez votre propre tombe », gribouillés à la craie sur le portail. Les enfants ne le virent pas. Elle l'essuya avant qu'ils ne partent pour l'école, mais cela laissa en elle une froideur qui ne s'estompa pas facilement. Howard Caldwell, l'avocat, ne fut pas surpris lorsqu'elle le lui dit. Il se rassit dans sa chaise, joignant ses mains. « Les ennemis de Rossini n'ont pas disparu, Madame Moore. Ils ont simplement vieilli. Certains d'entre eux avaient des familles, des héritages. L'argent a une longue mémoire, et les gens n'aiment pas qu'on leur rappelle que leurs fortunes ont été bâties sur la corruption. Je ne suis pas après leur argent, dit-elle doucement. Je veux juste utiliser ce qui était censé être utilisé. » Il lui lança un regard long et mesuré. « Compte comment si ça. C'est exactement ce qui vous rend dangereuse.
L'enquête de la ville sur la fiducie Rosini prit des mois. Chaque semaine apportait de nouveaux documents, de nouvelles exigences, de nouvelles interviews. Des inspecteurs vinrent examiner la propriété. Des journalistes revinrent pour des reportages de suivi et des bureaucrates épluchèrent les dossiers avec une suspicion aiguisée par la fierté. Il devint clair que certains au pouvoir auraient préféré que l'histoire reste enterrée. L'idée qu'une femme, une étrangère, pauvre et veuve, puisse tomber sur quelque chose d'aussi important offensait la hiérarchie délicate de ceux qui pensaient que l'histoire leur appartenait. Mais tout le monde ne s'opposait pas à elle. Un courant tranquille de soutien commença à se former parmi les gens de la ville. La vieille femme d'en face, qui lui avait apporté du pain, revint, cette fois, avec des fleurs. Elle dit à Lydia qu'elle avait connu la fille de Rosini quand elles étaient jeunes. Elle disait que son père était un homme bon qui avait fait de mauvais choix, dit la femme doucement. Les gens oublient que la bonté peut se cacher sous de terribles erreurs. Des bénévoles commencèrent à apparaître, certains curieux, d'autres sincèrement émus par l'histoire. Ils offrirent d'aider à nettoyer, peindre, réparer. Parmi eux se trouvaient d'anciens ouvriers du bâtiment, des étudiants, même un menuisier à la retraite qui avait autrefois fabriqué des meubles pour la famille Rosini. « C'est étrange d'être de retour ici, » dit-il en ponçant la balustrade. Le patron payait bien, nous traitait avec respect. Il n'était pas le diable qu'ils ont fait de lui. Malgré la bonne volonté croissante, le courant souterrain de la menace ne disparut jamais complètement. Plus d'une fois, Lydia aperçut des voitures inconnues garées de l'autre côté de la rue, les moteurs tournant au ralenti. Une fois, elle trouva le cadenas du cabanon de jardin cassé, bien que rien ne semblât voler. Une autre fois, elle entendit des pas sur le gravier tard dans la nuit et vit une lampe de poche balayer les fenêtres inférieures. Elle commença à dormir légèrement, gardant un téléphone près de son lit et un couteau de cuisine à portée de main. La maison, qui était devenue son sanctuaire, était à nouveau entourée d'yeux invisibles. Un soir, alors qu'elle triait une autre pile de correspondances de la ville, elle entendit du verre se briser dans le hall principal. Les enfants étaient à l'étage, déjà au lit. Elle se figea un instant, puis se dirigea tranquillement vers le son. Le clair de lune à travers les hautes fenêtres illumina une seule pierre gisant parmi des éclats de verre brisés sur le sol. Enroulé autour d'elle se trouvait un morceau de papier. Ses mains tremblèrent alors qu'elle le déroulait. « Arrête de creuser, c'est ton dernier avertissement. » Pendant un long moment, elle resta là, son souffle tremblant dans sa gorge. Puis elle marcha jusqu'à la cheminée, jeta la note dans les flammes et la regarda se recroqueviller en cendres. Elle n'appela pas la police. Il ne ferait que lui dire ce qu'elle savait déjà, que c'était ce qui se passait lorsque l'on remuait les cendres d'anciens crimes, mais elle refusait d'être effrayée au point de se taire. Le lendemain matin, elle prit les mains des enfants et les conduisit dans le salon. « Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de M. Rosini ?» demanda-t-elle. « Qu'il voulait arranger les choses, » dit Jonah, mais hocha la tête. « Et que nous l'aidons. Alors nous continuons, » dit Lydia, « quoi que dise qui que ce soit. » Ce jour-là, elle fit quelque chose qu'elle avait évité. Elle parla publiquement. Un journaliste local, qui avait été respectueux lors de visites précédentes, lui demanda si elle souhaiterait partager le véritable objectif de ses efforts. Elle accepta. L'interview eut lieu dans le salon, avant où le soleil de l'après-midi tombait sur les murs et faisait scintiller l'air de poussière. Ses mots étaient calmes, mais fermes. Elle parla du carnet de Rosini, de la fiducie, de la vision d'un foyer pour les enfants qui n'avaient personne pour les protéger. « Il a construit une maison de pouvoir, » dit-elle, « mais il voulait qu'elle devienne une maison de miséricorde. Je crois que cette intention compte toujours. » L'histoire devint virale en quelques jours. Des gens à travers le pays commencèrent à envoyer des lettres, non pas des menaces cette fois, mais des messages d'encouragement. Certains firent de petits dons, d'autres offrirent des matériaux ou de la main-d'œuvre. Un groupe d'étudiants universitaires proposa de créer une campagne en ligne pour sensibiliser le public au projet. Pour la première fois, le rire qui avait autrefois suivi son nom fut remplacé par l'admiration. Mais la lumière, une fois allumée, projette souvent des ombres plus profondes. La nuit après la parution de l'article, le téléphone sonna pendant qu'elle faisait la vaisselle. Lorsqu'elle répondit, il y eut un silence à l'autre bout, juste de la respiration. Puis une voix masculine basse dit « Tu penses que tu le sauves ? Tu ne fais que réécrire des mensonges.
La ligne se coupa. Son cœur battait la chamade. Elle fixa le combiné pendant un long moment avant de le raccrocher. À cet instant, elle comprit que la vérité était dangereuse. Non pas parce qu'elle détruisait, mais parce qu'elle forçait les autres à voir ce qu'ils avaient essayé si longtemps d'oublier. Howard Caldwell appela le lendemain matin. « Le comité de révision s'est réuni hier, dit-il, sa voix presque incrédule. Ils ont accepté de libérer une partie des fonds pour la restauration de la propriété à titre provisoire. Vous l'avez fait, Madame Moore. » Lydia s'effondra sur une chaise, agrippant le bord de la table. « C'est réel, aussi réel que tout ce qui est sorti du passé de cet homme, dit-il. Mais soyez prudente. Il y aura des gens qui ne vous pardonneront pas d'avoir réussi. » Cette nuit-là, elle se tint à nouveau dans le foyer, où le coffre-fort bâillait toujours ouvert dans le mur. Le vent se déplaçait à travers les fenêtres supérieures brisées, portant la faible odeur de la pluie. Elle pouvait entendre les enfants rire à l'étage, leur voix résonnant contre le marbre. Pour la première fois depuis des années, le son ne semblait pas déplacé. Le manoir commençait à accepter la joie à nouveau. Plus tard, alors qu'elle se préparait à se coucher, elle s'arrêta près de la cheminée où le carnet reposait. La lumière de la bougie attrapa le bord de sa couverture usée. Elle l'ouvrit à la première page et lut la ligne familière. « Pearsall, comme les yeux chassants. » Pour ceux qui ne connaîtront jamais la vérité. Elle sourit faiblement. « Nous la connaissons maintenant, » murmura-t-elle. Dehors, le tonnerre roulait à l'horizon, mais la peur qui venait autrefois avec les tempêtes ne l'atteignait plus. La maison avait résisté à pire, et elle aussi. Ce qui l'effrayait maintenant n'était pas le danger, mais le poids du but, la connaissance qu'elle portait quelque chose de plus grand qu'elle-même, quelque chose qui avait attendu un demi-siècle pour respirer à nouveau. Dans les semaines qui suivirent, des équipes de construction revinrent, cette fois payées par les fonds de fiducie nouvellement libérés. Ils réparèrent les toits, remplacèrent les fenêtres et restaurèrent les escaliers en marbre qui menaient au 2e étage. Chaque clou enfoncé dans les murs semblait résonner d'approbation. Des bénévoles continuaient d'arriver, certains apportant de la nourriture, d'autres aidant à nettoyer le jardin. Le rire des travailleurs se mêlait aux appels des oiseaux nichant dans le lierre. Le manoir n'avait plus l'air hanté. Il avait l'air vivant. Un après-midi, alors que le soleil baissait et rendait les halls dorés, un jeune journaliste lui demanda si elle sentait parfois que le fantôme de Rosigny veillait sur elle. Lydia sourit. « Peut-être, dit-elle, mais je ne pense pas qu'il hante l'endroit. Je pense qu'il se repose enfin. » Cette nuit-là, alors qu'elle traversait le hall avant de se coucher, elle s'arrêta à côté du coffre-fort. Elle pensa à la façon dont il avait autrefois contenu l'obscurité et la peur, et se tenait maintenant vide, mais sacré. L'air était chaud, rempli de l'odeur de peinture fraîche et de plâtre. Elle tendit la main et toucha la porte froide en métal, murmurant « Nous l'avons fait, Domenico. » Pendant un instant, elle aurait juré avoir entendu un soupir, doux, presque humain, suivi du plus faible écho de rire, le genre qui appartient à un homme voyant sa rédemption enfin réalisée. La maison redevint silencieuse, mais pas le genre de silence qui vient du vide. C'était l'immobilité de l'accomplissement, le silence de la paix après la confession. Dehors, la nuit s'installa autour du manoir comme une bénédiction, et les étoiles se reflétaient faiblement dans les hautes fenêtres qui brillaient maintenant de lumière. Lydia resta là pendant longtemps, sa main reposant sur le mur qui avait autrefois dissimulé le coffre-fort, et pensa au chemin parcouru, du ridicule au but, de la peur au pardon. Le passé chuchotait toujours, mais maintenant sa voix était douce, la guidant vers l'avant. Les fantômes de l'avidité et de la culpabilité avaient cédé la place au souffle vivant de l'espoir. Lorsqu'elle éteignit enfin les lumières et monta les escaliers, le bruit de ses pas se mêla au faible bourdonnement du vent à travers les chevrons. Le manoir ne semblait plus pleurer son histoire. Il était devenu quelque chose d'entièrement différent, un pont entre ce qui était perdu et ce qui pouvait encore être racheté. Et bien que Lydia ne le vit pas, elle était certaine que Domenico Rosigny était quelque part dans ses murs, regardant comment sa maison commençait enfin à devenir ce qu'il avait toujours voulu, un sanctuaire, non pas un monument au péché, mais un témoignage de ce que le cœur peut réparer lorsqu'il refuse d'oublier la lumière. Le premier vrai jour du printemps vint avec le bruit des marteaux et l'odeur du plâtre mouillé. Le grand hall, qui avait autrefois semblé hanté, résonnait maintenant de rire,
et du raclement des échelles, alors que les ouvriers peignaient les hauts murs avec de nouvelles couches de crème et d'or pâle. Les lustres, qui avaient répandu sombres et sans vie, furent abaissés, leurs cristaux polis jusqu'à ce qu'ils capturent chaque reflet de lumière du soleil de l'après-midi. Pour la première fois depuis des décennies, le manoir Rosini ressemblait moins à un tombeau et plus à ce qu'il avait été destiné à être, un foyer. Lydia se déplaçait parmi les ouvriers comme un chef d'orchestre parmi des musiciens, ses cheveux attachés, ses manches retroussées, ses mains striées de peinture. Elle donnait des instructions, portait des planches, essuyait la sueur de son front et ne se plaignait jamais. À quiconque passait, elle ressemblait à une femme renaissante, bien que seule, elle savait à quel point elle avait été proche d'abandonner avant que tout cela ne commence. La lettre qui était arrivée des semaines auparavant, confirmant qu'une partie de la fiducie Rosini avait été libérée, était toujours posée sur sa table de chevet, ses bords adoucis d'avoir été dépliés tant de fois. Ce morceau de papier était plus qu'une permission, c'était une justification. Elle avait lutté contre les rires, les menaces, le doute des étrangers et l'indifférence des fonctionnaires. Mais maintenant, alors que les murs étaient repeints et les sols restaurés, elle voyait le résultat tangible de chaque nuit sans sommeil. Les enfants, Jonah et May, courèrent dans les halls portant des seaux et des pinceaux, faisant semblant d'être des explorateurs dans un palais perdu. Leurs rires remplissèrent la maison, se mêlant au bruit des ouvriers, brisant la malédiction du silence qui planait ici depuis un demi-siècle. Chaque matin commençait par le même rituel. Lydia ouvrait les hautes portes d'entrée et laissait le soleil inonder le foyer. Elle disait que cela aidait la maison à respirer. Puis elle parcourait les pièces une par une, vérifiant les progrès. Le nouveau verre dans les fenêtres, les balustrades polies, le jardin revenant lentement à la vie. Les voisins, qui chuchotaient autrefois, lui faisaient maintenant signe en passant. Certains offrirent même d'aider. Un maçon à la retraite vint réparer le mur de jardin en ruine. Un groupe d'étudiants universitaires arriva les week-ends pour planter des fleurs. Ce qui avait été appelé un lieu maudit devenait lentement un effort communautaire, une rédemption partagée. À la fin d'avril, des échafaudages entouraient la façade extérieure et la pierre autrefois grise recommença à luire sous une douce couche de nouvelles peintures. Les ouvriers découvrirent des détails que personne n'avait remarqués auparavant. Les initiales sculptées de la famille Rosini gravées dans l'arche au-dessus de l'entrée principale, de minuscules chérubins cachés parmi le motif de lierre. Lydia traça les lettres avec ses doigts, imaginant les mains qui les avaient sculptées. Elle pouvait sentir la présence de Domenico Rossini partout maintenant, non pas comme un fantôme, mais comme un témoin silencieux, regardant son rêve revenir à la vie. La première transformation tangible vint dans la bibliothèque. La pièce avait autrefois été lourde de poussière et de décomposition, les étagères à moitié effondrées et le plafond noirci par les dégâts des eaux. Maintenant, c'était le cœur de la maison. De nouvelles étagères en bois s'élevaient du sol au plafond, remplies de livres donnés. Le piano, soigneusement restauré, se tenait près de la fenêtre, par temps chaud, mais jouait des gammes, ses petits doigts incertains mais déterminés, et le son flottait à travers les halls comme le soleil sur l'eau. Parfois, lorsque Lydia se tenait à l'écoute depuis l'embrasure, elle imaginait une autre petite fille assise là des décennies auparavant. La fille de Rosini, Julia, jouant les mêmes notes tandis que son père écoutait depuis son bureau, rêvant des mêmes rires qui revenaient maintenant dans ses murs. Dehors, le jardin fleurissait de couleurs. Des fleurs sauvages poussaient là où les mauvaises herbes avaient autrefois régné. Et la fontaine au centre de la cour, longtemps silencieuse, recommença à couler. Lydia avait trouvé elle-même la conduite d'eau cassée dans le sous-sol, l'avait tracée et avait commandé une nouvelle pompe avec les fonds de la fiducie. Lorsque le premier jet d'eau s'éleva et retomba en un arc d'argent sous le soleil du matin, elle rit à gorge déployée comme une enfant. Les voisins, qui s'étaient rassemblés pour regarder, applaudirent et acclamèrent. La douce musique de la fontaine devint la bande sonore de leurs après-midi. Pourtant,
Même au milieu de tout ce renouveau, il y avait des moments où le passé se manifestait. Un jour, alors qu'un ouvrier retirait un vieux panneau près des escaliers arrière, un petit tiroir verrouillé fut découvert derrière lui. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un cheval à bascule en bois d'enfant, sa peinture fanée, une roue manquante. C'était simple, fait main, le genre de choses qu'un père pourrait fabriquer de ses propres mains. Lydia le garda sur la cheminée, à côté du carnet de Rosigny. Il semblait approprié que quelque chose né de l'amour, perdu dans les ruines du crime, revienne enfin à la lumière. Au fil des semaines, la ville commença à prêter attention. Des fonctionnaires qui l'avaient autrefois rejeté vinrent inspecter la propriété et cette fois, ils hochèrent la tête avec approbation. Les documents pour l'établissement de la nouvelle fondation caritative, le foyer Casa des Loups, progressèrent plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Lydia avait choisi le nom délibérément, gardant intact le rêve de Rosigny. La maison de la lumière, dit-elle aux enfants, parce que la lumière n'efface pas le passé, elle le rend visible. Au début de l'été, les premiers enfants commencèrent à arriver. Ils venaient tranquillement, timides et incertains. Certains de refuges temporaires, certains de familles trop pauvres pour s'occuper d'eux. Lydia accueillit chacun personnellement, s'agenouillant pour rencontrer leurs yeux, les assurant que ce n'était pas une autre institution froide, mais un foyer. Elle leur montra leurs chambres, des espaces lumineux et simples, avec de nouveaux lits, des draps propres et de larges fenêtres qui laissaient le matin se déverser. Jonah et May se chargèrent de faire les guides, montrant aux nouveaux arrivants où était la cuisine, où était la bibliothèque, où étaient les meilleures cachettes quand on voulait être seul, mais pas trop seul. La nuit, lorsque les halls se calmaient, Lydia se tenait souvent en haut des escaliers, écoutant. Le murmure des voix, le bruissement des couvertures, le rire doux qui venait derrière les portes closes. C'était la plus belle musique qu'elle ait jamais entendue. Autrefois, les seuls sons que cette maison connaissait étaient ceux des secrets et de la peur. Maintenant, elle respirait à nouveau la vie. La transformation s'étendit au-delà des murs. Les habitants, qui s'étaient démoqués d'elle, commencèrent à envoyer des dons, des boîtes de vêtements, des jouets, des livres. Un homme, dont le père avait autrefois travaillé pour Rosigny, arriva avec une camionnette pleine de meubles. « Ce n'était pas un saint », dit l'homme d'une voix rauque alors qu'ils déchargèrent des tables. Mais ce n'était pas le diable non plus. Mon père disait qu'il payait toujours à temps, traitait ses ouvriers avec respect. Peut-être est-il juste que sa maison fasse enfin le bien. Lydia le remercia, les yeux piquants. Les mêmes personnes qui évitaient autrefois même de regarder, le manoir s'attardait pour eux maintenant devant ses portails, écoutant les sons des enfants jouant dans la cour. Certains soirs, au coucher du soleil, elle les voyait s'arrêter et sourire, réalisant peut-être que la malédiction n'avait été rien de plus que le chagrin laissé trop longtemps sans surveillance. Un après-midi, un fonctionnaire de la ville arriva à l'improviste avec une petite équipe de photographes. Il voulait documenter la restauration pour un prochain reportage sur le renouvellement urbain. Lydia accepta à contre-cœur. Les photographes se déplacèrent de pièce en pièce, prenant des photos de bois polis et de peintures fraîches, d'enfants rieurs et de jardins en fleurs. Une d'elles, une femme tranquille, aux yeux gentils, s'arrêta à la cheminée où le carnet, la croix et le cheval à bascule se tenaient ensemble. « Vous avez gardé tout ça ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Lydia. « Ils appartiennent ici. » La femme hocha la tête. La plupart des gens les auraient jetés. Alors la plupart des gens auraient remanqué l'histoire, répondit Lydia. Ce soir-là, après le départ des photographes, la maison semblait inhabituellement calme. Lydia s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant la cour où la fontaine scintillait sous le clair de lune. Le rythme doux de l'eau calma ses pensées. Elle pensa à son mari, à la vie qui lui avait été enlevée, au jour où elle avait franchi ses portes pour la première fois, ne portant rien d'autre que la peur et l'épuisement. Elle pensa à Rosigny, à l'homme qui avait construit cette maison par ambition et avait tout perdu par regret, et elle pensa à la façon dont, à travers le temps et la tragédie,
Leurs histoires s'étaient entrelacées pour créer quelque chose de nouveau. Alors que les jours s'allongeaient et que la chaleur de l'été s'intensifiait, le manoir s'installa dans sa nouvelle vie. Le rire des enfants remplissait chaque couloir. L'odeur du pain qui cuisait dans la cuisine flottait à travers les halls. Les pièces qui avaient autrefois été scellées étaient maintenant ouvertes, remplies de soleil et de couleurs. La salle de bal devint une salle à manger. Le vieux bureau fut transformé en salle de classe. Le piano dans la bibliothèque n'était plus silencieux. Parfois tard dans la nuit, lorsque le monde extérieur dormait, Lydia marchait dans les halls vides, laissant ses doigts effleurer les murs en passant. La maison n'était plus froide. Elle pulsait faiblement de chaleur comme une chose vivante. Les craquements des planchers n'étaient pas des murmures des morts, mais des soupirs de contentement. Dans le reflet des fenêtres, elle imaginait parfois qu'elle voyait de faibles silhouettes, un homme, une femme, un enfant. La regardant avec des sourires tranquilles, elle ne se retourna jamais pour regarder directement. Il suffisait de savoir que le passé était en paix. Un soir, elle rassembla les enfants dans le grand hall. Ils se tenaient en demi-cercle, les visages brillants d'excitation, alors qu'elle dévoilait la nouvelle enseigne qui serait accrochée près du portail. Elle disait en lettres grasses « Casa des loups, un foyer pour chaque enfant ». Les ouvriers applaudirent, les enfants tapèrent des mains et quelqu'un commença à jouer de la musique sur le vieux piano. Lydia se tenait parmi eux, des larmes brillant dans ses yeux. Le rêve qui avait commencé dans le secret et la culpabilité était devenu une lumière que les autres pouvaient voir. Lorsque le dernier invité partit et que les enfants allèrent se coucher, Lydia s'attarda seule dans le hall. L'enseigne était maintenant accrochée à l'extérieur, visible depuis la rue, et la lampe au-dessus projetait une lueur dorée à travers le portail. Elle se tourna vers la cheminée où reposaient les reliques de la vie de Rosini et murmura « Nous avons tenu ta promesse ». La maison était silencieuse, mais le silence n'était plus vide, c'était le calme profond et satisfait qui vient lorsqu'une histoire trouve sa fin. Lydia sentit le poids de la gratitude dans l'air, comme si les murs eux-mêmes exhalaient. Elle resta là jusqu'à ce que l'horloge sonne minuit, le carillon résonnant doucement à travers les halls, puis elle sourit. Le manoir était finalement devenu ce qu'il avait toujours été destiné à être, non pas une forteresse de richesse, non pas un symbole de peur, mais un témoignage vivant que même le passé le plus sombre peut être racheté par la compassion. Les fantômes n'étaient pas partis, ils s'étaient simplement transformés, leur chagrin transformé en protection. À l'étage, les enfants dormaient paisiblement, leurs rêves sans trouble. Dehors, la fontaine murmurait sous le clair de lune, son eau attrapant le reflet des étoiles, et dans cette heure tranquille, Lydia ressentit une immobilité si complète qu'elle frôlait la grâce. La maison de la lumière avait retrouvé son cœur, et dans son pouls, elle entendit l'écho d'une vérité qui la guiderait pour le reste de sa vie, que rien ne meurt vraiment lorsque l'amour reste pour s'en souvenir. À la fin de l'automne, l'air à Brookhaven portait ce faible froid métallique qui annonçait le gel imminent. Les jardins autour du manoir avaient commencé à devenir dorés et rouges, et chaque pas à travers la cour faisait crépiter les feuilles comme de faibles rires sous les bottes des enfants. Le manoir Rosini, autrefois un lieu d'ombre et de silence, brillait maintenant doucement sous la lumière oblique des jours plus courts. La fontaine coulait toujours, bien que ses bords eussent commencé à geler à l'aube, et la fumée s'enroulait doucement des cheminées chaque matin alors que la chaleur remplissait la maison à l'intérieur. Ce qui avait été autrefois un mausolée de regrets était maintenant un refuge vivant. Le foyer Casa des loups était pleinement vivant. Lydia se tenait dans le hall principal, regardant les bénévoles apporter des boîtes de manteaux et de couvertures données. Le sol, autrefois en marbre froid strié de fissures, était maintenant recouvert de nouveaux tapis cousus par un artisan local. Les murs étaient accrochés de dessins, de soleil au crayon, d'arc-en-ciel à l'aquarelle, de portraits de visages souriants. Les enfants avaient revendiqué chaque coin du manoir avec leur joie, même la plus calme d'entre elles, qui était arrivée des mois auparavant, ne serrant qu'un ours en peluche, rayait maintenant librement lorsqu'elle descendait les escaliers. La maison était devenue ce dont Rosini rêvait, un endroit où les perdus pouvaient trouver non seulement un abri, mais un sentiment d'appartenance. La ville avait également changé de ton. Ce qui avait commencé comme une curiosité était devenu un point de fierté civique. Le maire lui-même avait assisté à la cérémonie d'ouverture estivale
se tenant maladroitement devant les caméras et déclarant le Casadou un triomphe de la compassion sur l'héritage. Depuis lors, le soutien avait afflué de lieux inattendus. Des entreprises, des écoles, même quelques-uns des anciens rivaux de Rosigny qui avaient depuis longtemps dépassé leur rancune. Certains donnaient tranquillement par des dons anonymes, d'autres envoyaient de la nourriture ou des jouets avec des notes manuscrites. L'histoire de la veuve qui avait racheté le manoir d'un patron de la mafia était devenue un symbole de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait le scandale et la superstition. Mais Lydia ne se voyait pas comme un symbole. Ses journées étaient remplies de choses pratiques, organiser des horaires, donner des leçons, réparer des fuites, apaiser des peurs. Les enfants étaient son monde maintenant, et elle se déplaçait parmi eux comme un battement de cœur régulier, patiente et inflexible. Chaque nuit, lorsque les halls se calmaient et que la dernière lampe était éteinte, elle trouvait encore le temps de s'asseoir près du feu avec le carnet de Rosigny sur ses genoux. Ses pages étaient devenues fragiles, à force d'être manipulées, mais elle les lisait quand même, comme si elle craignait que les mots ne disparaissent si elle ne les maintenait pas en vie. Elle ne lisait plus pour apprendre, elle lisait pour se souvenir. Un passage était toujours resté avec elle. Un homme ne peut défaire ce qu'il a construit dans l'obscurité, mais il peut laisser une lumière derrière lui pour ceux qui sont assez courageux pour la porter. Lydia avait porté cette lumière sans s'en rendre compte. Et maintenant, alors qu'elle regardait autour d'elle le monde qu'elle avait aidé à restaurer, elle se demandait si l'esprit de Rosigny pouvait enfin se reposer. Il y avait encore des défis, bien sûr. La fiducie, bien que partiellement restaurée, était limitée, et le manoir nécessitait un entretien constant. La bureaucratie restait un obstacle, et il y avait des murmures de nouvelles inspections, de nouvelles conditions. Mais elle faisait face à ces choses différemment maintenant, non pas avec peur, mais avec une résolution tranquille. Elle avait appris que la bonté n'était pas un acte unique, mais un travail continu, quelque chose que l'on soignait quotidiennement comme une flamme fragile. Un soir, alors que le soleil se couchait, derrière les arbres, elle reçut une lettre d'Howard Caldwell. L'enveloppe portait son écriture soignée, et à l'intérieur se trouvait une seule page. « Chère Madame Moore, commençait-elle, je pensais que vous devriez savoir que l'État a terminé son examen. La partie restante de la fiducie Rosigny doit être libérée en totalité. Vous avez une discrétion complète en tant qu'exécutrice. Je soupçonne que vous saurez quoi faire mieux que quiconque d'entre nous n'aurait jamais pu le faire. » Pendant un long moment, elle se contenta de fixer les mots. Puis elle posa la lettre et ferma les yeux. Le feu crépitait doucement à côté d'elle, projetant de longues ombres dorées à travers la pièce. Le poids de tout ce qu'elle avait enduré, chaque humiliation, chaque menace, chaque nuit, sans sommeil, sembla s'évanouir à cet instant. Ce n'était pas le triomphe qu'elle ressentait, mais la paix. L'histoire se terminait, non pas par un spectacle, mais par la grâce. Le lendemain matin, elle rassembla les enfants dans le grand hall. L'air sentait faiblement la cannelle du petit déjeuner qui persistait encore dans la cuisine. Jonah et May s'assirent près de l'avant, les yeux brillants d'attente. Lydia tenait la lettre dans sa main et la lut à voix haute. Lorsqu'elle eut fini, le silence plana dans l'air pendant un battement de cœur, avant que les applaudissements n'éclatent. De petites mains applaudissant, des voix acclamant, des rires résonnant à travers le plafond voûté. C'est là mise. Cela signifie que nous pouvons aider plus d'enfants, dit Lydia, souriant à travers ses larmes. Cela signifie que cette maison ne sera plus jamais vide. Cet après-midi-là, elle se promena seule dans le jardin. Les feuilles avaient commencé à tomber sérieusement, s'accumulant en traînées dorées le long des allées. Elle s'arrêta près de la fontaine, où l'eau scintillait toujours malgré le froid, et pensa au voyage qui l'avait amenée ici, de l'appartement usé où elle avait lu cette petite annonce, au jour où elle avait franchi les portails recouverts de lierre pour la première fois. Le monde qu'elle avait connu alors était étroit, rempli de chagrin et de survie. Cet endroit n'avait pas seulement changé ses circonstances, il lui avait redonné sa capacité à croire en la grâce. Alors qu'elle faisait le tour de la cour, elle se retrouva à l'endroit où l'ancien blason de Rosigny était sculpté dans l'arche de pierre. Elle passa ses doigts dessus et murmura « Tu as tenu ta promesse ». Le vent répondit doucement, portant la faible odeur de terre et d'automne. Pendant un instant, elle crut entendre de la musique, faible, distante,
comme l'écho d'un piano joué loin. Cela aurait pu être un souvenir ou quelque chose de plus. Elle sourit et se retourna vers la maison. À l'intérieur, les préparatifs pour le festival d'hiver avaient déjà commencé. Les enfants découpèrent des étoiles en papier pour les accrocher au plafond, et les bénévoles accrochaient des lumières le long des escaliers. La lueur des ampoules transformait le hall en une constellation de chaleur. Quelqu'un avait trouvé une vieille photographie parmi les meubles entreposés, et maintenant, elle jouait une valse qui flottait à travers la maison comme un battement de cœur. Le rythme la ramenait à une autre époque, une époque qu'elle n'avait qu'imaginée où la famille de Rosigny aurait pu danser dans ce même hall. Maintenant, de nouveaux pas remplissaient cet espace, plus léger et plus libre, réécrivant la musique du passé. Cette nuit-là, après que les enfants se furent couchés et que les lumières furent éteintes, Lydia s'assit seule dans la bibliothèque. Le coffre-fort dans le mur, maintenant ouvert en permanence, brillait faiblement à la lumière du feu. À l'intérieur, elle avait placé un dernier objet, une photographie de tous les enfants prise devant le manoir, chaque visage rayonnant de vie. Elle reposait à côté de la croix d'argent et du cheval à bascule. Elle imagina l'esprit de Rosigny là, regardant, souriant de la façon dont son héritage s'était transformé. Jonah descendit doucement, se frottant les yeux. « Je n'arrive pas à dormir », murmura-t-il. Elle sourit et lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. « C'est l'excitation », dit-elle doucement. « Demain sera un grand jour. » Il hocha la tête, reposant sa tête contre son épaule. « Pensez-vous qu'il le sait, l'homme qui a construit cette maison ?» Lydia regarda les flammes. « Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il est enfin en paix. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, écoutant le feu crépiter. Lorsque la respiration de Jonah devint lente et régulière, elle l'embrassa sur le front et le porta à l'étage. Le couloir était silencieux, à l'exception du faible craquement des vieilles planches sous ses pas. Dans les chambres des enfants, de doux murmures de rêve remplissaient l'air. Elle s'attarda là un instant, veillant sur eux, le cœur plein à craquer. La neige vint tôt cette année-là. À la mi-décembre, le manoir était enveloppé de blanc, son toit scintillant sous le pâle soleil du matin. Les gens de la ville vinrent voir les décorations, apportant des cadeaux et de la nourriture, remplissant les halls du bourdonnement des conversations et des rires. Le festival devint une tradition annuelle, une célébration non seulement de l'hiver, mais de l'espoir renaissant. La maison qui avait autrefois effrayé la ville se tenait maintenant comme son cœur. Dans les années qui suivirent, la Casa des Loups continua de croître. Les fonds de la fiducie augmentèrent grâce aux dons et aux subventions. De nouvelles ailes furent ajoutées pour les salles de classe, une serre de jardin, un petit atelier d'art. Des enfants, qui étaient arrivés autrefois tremblants et affamés, repartirent des années plus tard comme de jeunes adultes forts et confiants. Certains revinrent comme bénévoles, désireux de redonner à l'endroit qui les avait sauvés. Lydia vieillit avec la maison, ses cheveux grisonnants, ses mains devenant plus fines, mais son esprit restait lumineux. Les soirs tranquilles, elle s'asseyait près du feu avec les enfants plus âgés, leur racontant des histoires non pas de tragédie, mais de transformation. Elle parlait de l'homme qui avait construit le manoir, de la façon dont même une vie marquée par le péché pouvait se terminer par la rédemption. Les gens ne sont pas les pires choses qu'ils ont faites, leur disait-elle. Parfois, le bien arrive trop tard pour la personne qui en rêvait, mais il arrive quand même, et c'est suffisant. Le jour vint enfin, où elle sut que son travail était presque terminé. C'était à nouveau le début du printemps, des années après ce premier matin froid, où elle était arrivée avec rien d'autre que l'espoir et 2 enfants effrayés. Les arbres bourgeonnaient et la fontaine scintillait au soleil. Elle était assise, dans sa chaise préférée près de la fenêtre de la bibliothèque, le carnet de Rosigny reposant ouvert sur ses genoux. Les pages étaient jaunies maintenant, l'encre s'estompant, mais elle n'avait plus besoin de lire les mots. Elle les portait en elle. Alors qu'elle regardait la cour, elle vit Jonah, Aimé, maintenant presque adulte, guidant un groupe de nouveaux arrivants à travers le jardin. Leur rire lui parvenait comme une chanson. Elle sourit, son cœur gonflé d'une fierté tranquille. L'héritage continuerait. La maison n'avait plus besoin d'elle. Elle avait son propre pouls, sa propre vie. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait dans un éclat de cramoisie et d'or,
elle marcha une fois de plus à travers le manoir. Les murs semblaient briller dans la lumière déclinante, l'air épais de l'odeur du bois et de la chaleur. Dans chaque coin, elle voyait des échos, des enfants courant, des bénévoles peignant les visages de ceux qui étaient venus et repartis. Elle s'arrêta devant le coffre-fort, touchant le bord froid de sa porte. À l'intérieur, la photographie des enfants reposait toujours à côté de la croix et du cheval à bascule. Elle murmura un seul mot, « Merci ». Le lendemain matin, les enfants la trouvèrent assise, près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, le carnet toujours ouvert à côté d'elle. Elle avait l'air paisible, comme si elle s'était simplement endormie. Le feu s'était éteint et la première lumière de l'aube remplissait la pièce. Ils ne pleurèrent pas au début. Il y avait trop d'immobilité dans son expression, trop de sérénité. Quand ils le firent finalement, ce ne fut pas de chagrin, mais de gratitude pour la femme qui avait transformé l'obscurité en sanctuaire. La ville pleura sa mort tranquillement mais sincèrement. Les journaux l'appelèrent la Dame de la Lumière. La Casa des Loups continua, s'étendant année après année, financée par ceux qui avaient autrefois douté d'elle. Le manoir resta ce qu'elle en avait fait, un phare pour les oubliés. Avec le temps, une plaque fut placée à côté de la fontaine, gravée de ces mots « Pomosipu ». Même la maison la plus sombre peut apprendre à laisser la lumière revenir. Et lorsque le vent se déplaçait à travers le lierre et que le soleil du soir projetait sa dernière lueur à travers les fenêtres, certains jurèrent de la voir là juste un instant, une silhouette se tenant dans l'embrasure, souriante, la lumière du crépuscule enveloppée autour d'elle comme une bénédiction. Que ce soit un souvenir, l'imagination ou quelque chose au-delà, personne ne pouvait le dire. Mais une chose était certaine, la maison qu'elle avait sauvée ne se tairait plus jamais. La fontaine murmurait, les murs respiraient, et le rire montait de l'intérieur, portant la lumière qui restait. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Nous avons encore plus d'histoires vraies incroyables à venir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime un bon rebondissement et restez à l'écoute. La prochaine va vous époustoufler.